Bonjour ici tout le monde. Je salue tous les responsables d'ici. Je salue le directeur général de Casa Africa. Et je remercie Casa Africa et puis les travailleurs qui m'ont facilité à être là aujourd'hui avec vous pour vous parler un peu des manuscrits de Tombouctou. Je vais parler un peu de l'historique de ces manuscrits, un peu leur développement, jusqu'en 2012, quand il y a eu des problèmes. Et après, je vais parler un peu de leur existence, c'est-à-dire leur état d'aujourd'hui. Vous savez qu'en Afrique, tout le monde parle de... En Afrique, il n'y a pas d'histoire écrite. Tout est oral. C'est ce qu'on nous dit partout. On a appris ça beaucoup. Et si vous entendez ça, vous pensez que l'Afrique, c'est comme quelque chose qui n'existe pas. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'histoire, c'est comme un animal, c'est-à-dire que comme quelqu'un qui n'existe même pas. Ok, c'est le contraire en réalité. Je sais que parmi vous, il y a des connaisseurs, mais il y a des gens aussi qui ne savent pas. En Afrique, il y avait beaucoup d'empires. Il y avait par exemple l'empire du Ghana, qui a pris fin vers Xe siècle. Il y avait l'empire du Mali, qui a fini vers XIIIe siècle. Il y avait l'empire de Songhai, qui a fini à la fin du XVIe siècle. Et d'autres empires. Et voyez-vous, est-ce qu'on peut avoir tous ces empires dans une liée sans avoir des intellectuels, sans avoir d'administration, sans avoir des gens qui pensent, sans avoir des gens qui écrivent. Donc l'héritage de tous ces empires et de ces grands connaisseurs est resté. C'est des manuscrits. Mais le problème qu'il y a eu, je vais vous expliquer ça. Pendant la colonisation française au Mali, peut-être en Afrique, il y a eu des problèmes entre les colonisateurs et certains de nos ancêtres qui sont des intellectuels. Et les Français ont commencé à prendre le manuscrit et les amener en Europe. Je vais vous donner un exemple que vous pouvez vérifier même par Internet. Il y a la bibliothèque d'Al-Hajj Omar Tal de ville de Ségou, qui est jusqu'aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de Paris. Et ça existe dans d'autres capitales en Europe et d'autres pays. À partir de ça, tous les intellectuels, tous les propriétaires de manuscrits à l'époque, ils ont caché leurs manuscrits. Il y a certains qui ont creusé pour mettre les manuscrits et les fermer. Il y a certains qui ont fermé les portes de leur bibliothèque pour ne pas avoir de problèmes comme ça. Et voilà comment les manuscrits étaient complètement disparus. Donc, tous les missionnaires qui sont partis à l'époque, après cette époque, ils n'ont pas vu les manuscrits. Donc, ils ont écrit ce qu'ils ont vu. Ils ont dit qu'il y a tout, mais il n'y a pas de manuscrits parce qu'ils ne les ont pas vus. Donc, les choses ont resté comme ça pendant peut-être un siècle ou 80 ans comme ça. Après l'indépendance, en 1960, et en 1966, il y a une grande rencontre de l'UNESCO à Tombouctou avec certains chefs de l'État africain. Et c'est dans cette rencontre, l'UNESCO a décidé de réécrire l'histoire d'Afrique. À partir de ça, ils ont créé 3 centres. Un centre qui va s'occuper des collectes et enregistrements de histoire orale, qui est basé à Niamey au Niger. Un deuxième qui va s'occuper de collecte des arts historiques, qui est basé à l'IFAN à Dakar, au Sénégal. Et un autre centre qui va s'occuper de collecte et conservation des anciens manuscrits, qui sera basé au Mali. Et ce qui va se baser au Mali a ouvert en 1973 à Tombouctou. On l'a donné nom de un de nos grands intellectuels qui s'appelle Ahmad Baba Assoudani, qui est du XVIe siècle. Donc voilà le centre Ahmad Baba qui a été créé à Tombouctou.
À partir de cette ouverture en 1973, le centre a créé des commissions. Commission des sages, commission des grandes personnalités, commission des penseurs, pour commencer à sensibiliser les détenteurs de manuscrits, les petits-enfants des grands intellectuels qui étaient là, pour leur dire qu'il n'y a plus de danger maintenant, vous pouvez commencer à faire sortir vos manuscrits. Et c'est comme ça que les manuscrits ont commencé à sortir petit à petit. Et ça continue jusqu'en 1991. En 1991, vous savez qu'il y avait une révolution au Mali, il y avait la démocratie, il y avait un changement. Dans ce changement, ça nous a facilité encore de créer des services privés, de créer des associations. Dans ce cadre que nous, on a créé une association de l'ensemble des détenteurs de manuscrits qui s'appelle Savama DCU, que je représente ici. Donc à partir de ça, on a continué la sensibilisation des gens pour faire sortir encore leurs manuscrits. Donc on a continué à sensibiliser jusqu'en 2005. On a vu que tout le monde maintenant a compris, tout le monde est d'accord, même l'accès à leurs manuscrits. Mais les manuscrits restent toujours dans les maisons, ils sont dans de très très mauvaises conditions. On a changé notre association, ça est devenu une ONG. À partir de ça, on a commencé à contacter des grandes associations, des grandes ONG, des grandes fondations pour nous aider à faire quelque chose pour l'ensemble de ces manuscrits. Et c'est comme ça qu'on a commencé à construire des bibliothèques à Tombouctou et dans sa région et dans d'autres régions du Mali. Et voilà un peu comment les manuscrits ils sont revenus, ils ont commencé à être valorisés. On a mené une grande sensibilisation ailleurs, aux États-Unis. On a organisé beaucoup d'expositions de manuscrits à la Bibliothèque de Congrès à Washington et dans d'autres musées, des grands musées aux États-Unis, pour sensibiliser le monde à venir voir cet héritage qui appartient à tout le monde. Entre 2005 et 2012, on a eu beaucoup de visiteurs, des touristes, des chercheurs, des étudiants qui viennent voir ce patrimoine qu'on n'a jamais pensé que ça existe en Afrique. Et voilà un peu comment les manuscrits ils sont revenus dans ce monde. On a développé cette secteur comme quelque chose qui peut aider les intellectuels, qui peut aider les chercheurs, mais qui peut aider aussi le développement de Tombouctou. Donc on a formé 120 femmes sur la calligraphie arabe qui s'occupent de faire des tableaux, de faire des petits cadeaux pour les touristes. Dans chaque bibliothèque, on a créé des brochures qui parlent de manuscrits avec des photos qui vendaient. Parce qu'on a vu qu'il y a il y a beaucoup de gens qui viennent, ils regardent seulement, ils sortent sans avoir quelque chose. Donc on a créé ça pour que les gens ne se découragent pas. Donc vraiment ça s'est bien marché. On a commencé à faire le catalogage de ces manuscrits. On a commencé à faire la restauration de ces manuscrits. On a commencé à faire même la numérisation de ces manuscrits. On arrivait même à fabriquer des papiers à Tombouctou. Donc, les choses étaient très bien, vraiment, jusqu'en 2012, quand il y a eu des problèmes d'occupation. Quand les occupants ils sont venus, ils sont rentrés en ville, bon, tout est parti. Donc, on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, personnellement, je suis resté à la maison pendant une semaine, je n'ai pas sorti. Après une semaine, je suis sorti pour voir ce qui s'est passé, les dégâts. Je suis parti dans les quartiers administratifs de Tombouctou. J'ai trouvé que tous les bureaux administratifs étaient cassés, étaient détruits. C'est-à-dire que ce qui est à l'intérieur était détruit. Et j'ai vu dans les rues des quartiers administratifs des papiers administratifs qui sont éparpillés partout. À partir de ça, moi j'ai eu l'idée, j'ai dit, il faut faire attention.
ce qui est arrivé à tous ces papiers peut arriver aux manuscrits aussi. Parce que les manuscrits aussi, c'est des papiers. Ils sont dans les bibliothèques bien construits. Bon, les gens vont penser qu'il y a tout là-dedans. Si on ne fait pas quelque chose, ça va nous arriver. Et j'ai appelé certains de mes collègues. Je leur ai dit, il faut faire quelque chose pour sauver nos manuscrits. Sinon on va les perdre dans ce désordre qui est là. Bon, les gens, ils ont hésité, ils ont eu peur. Bon, finalement, on me dit, d'accord, mais on n'a pas de moyens pour acheter des cantines. Il y aura des cantines qui vont sortir. Acheter des cantines pour mettre ces manuscrits, on n'a pas de l'argent pour le faire. Ça trouvait que moi aussi, je n'ai pas de l'argent, je n'ai pas de moyens à l'époque. Mais moi, j'avais une bourse que la Fondation Ford m'a donnée, une bourse de 12 000 $ pour aller apprendre l'anglais à Londres. Moi, je fais un message à la Fondation Ford. Je dis, est-ce qu'on peut utiliser cet argent pour nous aider à sauvegarder nos manuscrits? On m'a dit, il faut le faire. Bon, ça c'est OK, il y a un peu d'argent. Mais à Tombouctou, il n'y a même pas de banques. Toutes les banques étaient détruites, étaient cassées. Il n'y a plus de banques. J'ai fait un chèque pour un de mes collègues qui est parti à 300 km de Tombouctou à Mopti pour tirer l'argent là-bas et nous acheter des cantines là-bas et nous envoyer à Tombouctou. Et voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à mettre le manuscrit dans le cantine et le mettre dans les différentes maisons. Ça nous a pris 1 mois. Voilà la première étape de sauvetage qu'on a fait. Après, on a vu que les menaces commencent à être très graves. Parce qu'on a vu que le patrimoine a commencé à être détruit. Donc tout le monde dit qu'il faut faire attention, il faut faire quelque chose pour les manuscrits. Donc on a pris d'autres initiatives. Moi, je suis parti à Bamako, je suis parti au ministère de la Culture, je suis parti au ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique. On a expliqué les problèmes. On m'a dit vraiment, on n'a pas de moyens, on ne peut rien faire. Il n'y a même pas de ministre, parce qu'il y avait des désordres total. Le moment que je parle de Nord, il y a des désordres. En même temps, au Sud, aussi, il y a des désordres parce qu'il y a un coup d'État, il n'y a même pas un gouvernement. Donc, il n'y a même pas de responsables dont il faut demander quelque chose. Il y a des représentants seulement dans chaque ministère. On me dit vraiment, on n'a pas de moyens. Si tu peux faire quelque chose, il faut le faire. Moi, qu'est-ce que je vais faire? J'ai réfléchi. Et j'ai commencé à contacter les partenaires du Mali, à Bamako, les ambassades. Il n'y a personne dans les ambassades. Bon, finalement, je suis voyagé, je suis parti à Suisse, à Genève, pour rencontrer les gens qui travaillent sur le patrimoine d'Irak et Afghanistan. Et je les ai expliqués. On m'a donné beaucoup de conseils. On m'a dit de faire attention. C'est très dangereux, il faut aller tout doucement. On m'a donné beaucoup de conseils qui m'ont servi beaucoup. Et je suis revenu, j'ai contacté le centre Juma Al-Majid qui est à Dubaï. Je les ai expliqué les problèmes. Il m'a invité, je suis parti à Dubaï. Je les ai expliqué les problèmes. C'est à partir de ça qu'ils ont accepté de nous aider parce qu'on a besoin de beaucoup de fonds pour faire ce travail. Et je suis revenu, on a créé des commissions. On a créé une commission pour chercher des fonds. On a créé une autre commission pour identifier les maisons de confiance là où on va mettre le manuscrit. Et on a fait une autre groupe qui fait le courrier, qui va à Tombouctou, qui revient. On a fait une petite commission à Tombouctou qui facilite les choses. Et voilà comment les choses y sont déroulées. Donc, la première, après Dubaï, qui nous ont accepté de nous aider, c'est l'ambassade d'Allemagne à Bamako. Et après, il y avait Fondation Doun, Fondation Prince Claus de Pays-Bas. Après, il y avait le ministère des Affaires étrangères de Pays-Bas aussi. Voilà les partenaires qui nous ont accompagnés, plus la Fondation Ford, qui nous ont accompagnés pendant toute
les temps de crise, les temps comment on appelle, le temps d'évacuation de ces manuscrits. Et voilà comment on a fait la procédure d'évacuation. Et on a amené les manuscrits à Bamako, on les a mis dans 27 maisons. Donc 27 maisons, dans chaque maison, on a mis une partie de ces manuscrits. Bon, parce que l'évacuation nous a pris 6 mois, de août 2012 jusqu'à fin janvier 2013. Donc, les manuscrits sont là. Maintenant, l'hivernage a commencé en 2013 à Bamako. On a trouvé qu'à Bamako, il y a l'humidité. Parce qu'à Tombouctou, vous savez, c'est dans les Sahara, il n'y a pas d'humidité. Peut-être que c'est ça même qui a aidé à conserver tous ces manuscrits. Donc ça, c'est un problème très, très dangereux pour les papiers. On est reparti encore voir le même partenaire pour nous aider à avoir des maisons plus mieux que les familles. Donc, dans ce cadre-là, on nous a aidés. Il y avait Coopération Suisse, il y avait Fondation Gerdin Henkel, il y avait l'ambassade d'Allemagne qui nous ont aidés à trouver des maisons. On a trouvé 10 maisons qui sont... Les conditions sont bonnes un peu. Donc, on a amené les manuscrits aussi, on les a mis dans 10 maisons. Et on nous a amené des humidificateurs qu'on a placés dans chaque maison pour tirer l'humidité. Et voilà comment on a encore sauvé cette deuxième crise. Et maintenant, à partir de fin 2013, on a dit que voilà, les manuscrits. Et puis dans cette opération, on a amené les manuscrits qui appartiennent à l'État et les manuscrits qui appartiennent au privé. Parce que les manuscrits qui appartiennent au privé, ça fait presque 90%. Donc maintenant, on a dit qu'on ne peut pas laisser ces manuscrits fermés dans ces caisses en métallique. Si ça reste comme ça, peut-être qu'il y aura d'autres problèmes. On a encore contacté les partenaires. Et le ministère des Affaires étrangères allemand nous a fait une rencontre des partenaires à Berlin en 2014. À partir de ça, le ministère des Affaires étrangères allemand commence à nous donner des subventions pour commencer vraiment à traiter ces manuscrits, l'ensemble de ces manuscrits. Et on a acheté beaucoup des étagères. Et les manuscrits, maintenant, on a commencé à faire leur conservation physique. C'est-à-dire, il faut les nettoyer, il faut les mettre dans l'enveloppe, il faut fabriquer des boîtes de conservation pour chaque manuscrit. Et on a commencé ces travaux-là avec ces fonds. Et maintenant, à fur et à mesure qu'on met les manuscrits dans les boîtes, on les fait sortir dans les boîtes en métallique, on les met sur les étagères. Et à côté de ça, on a commencé à faire un répertoire de l'ensemble de ces manuscrits. Et en même temps, on a commencé à faire la numérisation de ces manuscrits avec une autre partenaire qui s'appelle Hill Museum, qui vient des États-Unis, qui nous aide avec Juma Al-Majid de Dubaï pour faire la numérisation de ces manuscrits. On a beaucoup avancé. Et voilà un peu ce que je peux dire sur cette opération des manuscrits. Maintenant, l'importance de ces manuscrits. Vous savez que ces manuscrits qu'on a à Tombouctou, c'est vrai, on dit manuscrits de Tombouctou. Mais quand tu lis ces manuscrits, tu vas trouver qu'il y a beaucoup d'auteurs. Il y a des auteurs africains, il y a des auteurs européens, comme l'Andalou. Il y a d'autres Européens, il y a des Asiatiques. Donc, c'est un patrimoine qui appartient à tout le monde. Et c'est un patrimoine qui peut servir à tout le monde parce que c'est très, très important. Et dans ces manuscrits aussi, il ne faut pas que les gens pensent que comme c'était écrit en arabe, que c'est la religion seulement, ou bien c'est le Coran et les sciences du Coran seulement. Non, il y a ça qui est très bien, qui est authentique, mais il y a d'autres choses. Il y a des manuscrits qui parlent de philosophie, de médecine, d'astrologie, d'astronomie.
de mathématiques, de logique, de chimie, physique. Il y a aussi des manuscrits qui parlent d'histoire, de géographie, et il y a des manuscrits qui parlent de socio-économique. Parce qu'il y a les manuscrits qui parlent des actes juridiques, des actes de commerce, les comptes, les carnets ou bien les récits de voyage. Il y a d'autres manuscrits qui parlent des droits de l'homme, qui parlent de médecine, qui parlent de lutte contre la corruption. Il y a des manuscrits qui parlent de bonne gouvernance, qui parlent de politique. Il y a des manuscrits qui parlent de résolution de conflits. Vous savez que dans le monde entier, maintenant, il n'y a que des conflits. Mais il y a des manuscrits qui ont traité déjà d'autres conflits depuis très longtemps, qui étaient écrits. Mais malheureusement, ils ne sont pas encore exploités. Personne ne les a pas utilisés. Je vais vous donner un exemple, parce que peut-être que je n'ai plus de temps. Je vais donner un exemple de résolution de conflits. Il y avait un de nos ancêtres qui s'appelle Cheikh Al-Hajj Omar Tal, qui est parti en pèlerinage au XVIIIe siècle. Il a trouvé qu'il y a une guerre, là où on appelle maintenant Nigeria, entre le royaume de Borno et le royaume de Sokoto. Al-Hajj Omar est resté là-bas pour réconcilier les deux belligérants. Il a resté jusqu'à il a eu l'entente entre les deux belligérants. Mais ce qui est important, tout ce qu'il a utilisé, comme la diplomatie, comme va-et-vient, comme les arguments qu'il a pris dans le Coran, qu'il a pris dans la tradition des prophètes, qu'il a pris dans les traditions des anciens, il a tout écrit. C'est ce qui est très important. Et cet écrit est là, qu'on n'a jamais traduit dans l'autre langue, on ne l'a jamais publié. Bon, ça, c'est un exemple de manuscrit qui traite vraiment quelque chose qui est bon pour nous aujourd'hui. On sait que les manuscrits qui parlent de corruption, vous savez que tous les problèmes commencent par la corruption. Ça, c'est des manuscrits qu'il faut traiter, il faut les exploiter maintenant. Donc, je pense que je n'ai pas encore de temps. Peut-être que je vais laisser mon collègue qui est chef de département des manuscrits à la Bibliothèque nationale de Madrid. Il va continuer les paroles et je vous remercie.